m'occupe d'activités de recherche sur les matériaux élastomères. Et donc, je vais vous expliquer un peu plus tard dans notre intervention en quoi ça consiste. Et donc, on va essayer de vous faire vivre avec Romain qu'est-ce que ça veut dire concevoir les pneus et comment on aborde voilà, ce sujet. Et donc, Romain, qui est avec moi aujourd'hui, va aussi se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Romain Boucher, donc depuis le 1er janvier de cette année, je suis le directeur technique de l'activité 2 roues pour Michelin. Mais aujourd'hui, j'ai un rôle un peu particulier parce que les 4 dernières années, j'avais en charge le développement de tous les pneus sport pour les voitures. Bon, j'étais déjà aux 2 roues avant, là c'est un retour aux premières amours. Mais donc tout à l'heure, je vous parlerai aussi de Pilote Sport 5. Mais si vous avez des questions sur toute la gamme de produits, ça sera avec plaisir. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer avec Hélène, en commençant par un petit peu à l'image de ce qu'a expliqué Philippe tout à l'heure, comment on conçoit un pneu en partant du conducteur. Et donc là, on va rentrer de plus en plus, on va affiner le microscope jusqu'à l'élastomère, mais déjà, le point de départ, c'est le conducteur. Et là, ça paraît tout bête, mais de connaître le conducteur et ses usages, c'est un truc hyper important. Dans la partie des attentes, il y a, pour faire simple, deux aspects. Le premier, c'est déjà de comprendre quels sont vraiment ce que va exprimer le conducteur. C'est sûr que quelqu'un qui va utiliser un pneu de vélo, de route, ce qu'il va rechercher, on va parler de rendement, on va vouloir avoir des pneus qui roulent, on va plutôt avoir, il y a aussi des fois la notion de confort qui va arriver. Donc c'est vraiment un vocabulaire à part, que d'ailleurs les motards n'utilisent pas du tout. Même si souvent, il y a des gens qui pratiquent les deux, mais quand ils changent de discipline, ils vont adapter leur vocabulaire. Même chose pour les pneus de voiture. Quelqu'un qui utilise un pneu de sport, on aura l'occasion d'en reparler après, mais il va être en attente de sensation de conduite, de précision de conduite, de remontée au volant. Et ça, c'est des choses qu'il faut savoir traduire dans la conception de nos produits. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est quand même aussi très important, c'est les conditions d'usage. Je vais y revenir un petit peu après. Bien sûr, les pneus ne sont pas gonflés à la même taille, enfin, ils n'ont pas la même taille, pas la même pression, mais aussi ils sont potentiellement utilisés dans des conditions d'utilisation très variées. Alors, peut-être le plus flagrant, c'est celui de la moto, le Road 6, qui va se monter sur des roadsters très légers qui peuvent faire 160 kg, jusqu'à du Road 6 GT sur des grosses RT, des motos comme ça. Là, on a des palettes de véhicules déjà très différents, sans parler du trail qu'on voit sur la photo. Le vélo de route va sembler peut-être un peu plus homogène, mais en même temps, entre des conditions qu'on pourrait trouver en Sicile ou le Paris-Roubaix, par exemple, c'est quand même pas tout à fait la même musique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a aussi beaucoup de spécialisation dans les vélos de route. Et dans les voitures, alors on aura l'occasion peut-être après dans les questions de reparler de voitures électriques, de voitures hybrides qui peuvent avoir un impact énorme. Sur Pilote Sport 5, le cœur de cible, ça reste la voiture de sport à moteur à combustion. Et là déjà, on est un peu plus ciblé. Par contre, ça va être des gens qui utilisent leur voiture tous les jours. C'est des voitures de sport, mais qu'on va chercher à utiliser tous les jours. Donc ça veut dire potentiellement quand il fait 3 degrés, quand il va faire 30 degrés. Et donc cette polyvalence d'utilisation est aussi très importante à comprendre. Dernier point, ces 3 pneus sont vendus dans le monde entier. Donc c'est un peu la chance qu'on a sur ces segments-là. C'est que si on va parler à un possesseur d'une Audi A5, par exemple, je dis en Chine, en Europe, et qui est un amateur de conduite sportive, les mots qu'il emploie, c'est les mêmes. Les attentes qu'il va avoir, c'est les mêmes. Je ne parle même pas pour le vélo, où c'est aussi très très répandu. Là, on a même en termes de l'Europe a même un rôle un peu d'étoile polaire. Le Tour de France, je ne vais pas vous le faire, le Giro, c'est des trucs qui dépassent largement nos frontières. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris à la fois les attentes du consommateur et l'usage, il faut savoir le traduire en points de fonctionnement. Alors là, je vais vous remettre quelques chiffres. Les grandeurs qui parlent vraiment aux concepteurs de pneus, on va parler de charge, de pression, de vitesse, de carrossage. Je vais revenir un petit peu après sur aussi les aires de contact parce que là, elles sont grosso modo à l'échelle. Donc ça vous donne une petite idée de la situation, de la taille de contact entre tous ces produits. Mais déjà en termes de charge, un pneu de tourisme, de voiture de sport va on va dire, supporter en ligne droite, grosso modo, 500 kg. Un pneu moto arrière va plutôt être entre 120 et 175 kg, là où un pneu vélo, plutôt 50 kg. Bon, c'est sûr que quand on est en danseuse, il va y avoir des surcharges ponctuelles, mais l'ordre de grandeur à peu près là. Les pressions, là aussi. Alors entre moto et pneus de voiture, on est plutôt sur des pressions proches, autour de 2,5 bar.
Typiquement, ça peut aller jusqu'à 2 bar 9, mais voilà, là, entre 2 bars et 2 bar 9, on a l'usage grosso modo, le vélo de route, très différent, 8 à 10 bars, bon, parfois un peu moins le Paris-Roubaix. Paris-Roubaix à 10 bars, je pense qu'il vaut mieux éviter quand même. La gamme de vitesse, entre Pilot Sport 5 et Road 6, qui sont finalement deux pendants assez proches, vous voyez que les indices de vitesse, ce sont des ZR, enfin, donc des indices de vitesse Y, qui sont plus que 270, en l'occurrence c'est le 300 km/h pour ces pneus-là. Là où bon, le vélo, 80, j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus vite parce qu'il y a effectivement quelques casse-coups qui vont un peu plus vite que ça, mais l'ordre de grandeur est là. Et par contre, là où il y a une grosse différence, c'est l'angle de carrossage. Pour ceux qui connaissent, c'est donc l'angle dans lequel le véhicule se penche. C'est surtout pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Vous avez ici, pour ceux qui pratiquent la moto, le Road 6 avec Bruno, on a pu mesurer des carrossages de 52 degrés. Donc en termes de niveau d'adhérence, ça fait 1,3, quelque chose comme ça. Bon, c'est l'avantage des motos modernes, il y en a qui le carrossage s'affiche directement à l'écran. Là-dessus, le vélo est quand même moins sollicitant. Bon, déjà parce que les pédales touchent, parce que le cycliste est un peu plus... 30, c'est déjà bien, voilà. La conséquence de la charge de la pression et aussi de la conception du produit, c'est ce que vous avez dessous. Les surfaces de contact. Et d'ailleurs, voilà, c'est intéressant de voir que sur une voiture, on va avoir grosso modo 500 cm². Quand on passe sur une moto, on en a 5 fois moins. Oui, c'est ça, 5 fois moins. Et quand on passe sur le vélo, on a encore 10 fois moins. Donc on est vraiment sur des familles d'aires de contact qui vont être très différentes. Et notamment, vous doutez bien que selon la taille de la surface de contact, le matériau qui est en contact avec le sol va être sollicité de manière très différente. Un petit rappel, mais tu ne manqueras pas d'y revenir. Aujourd'hui, en termes de nombre d'ingrédients dans nos produits, on tourne autour de 200, qui peuvent être de nature très différente. Bon, du métal, on va surtout en trouver dans les pneus vélo, il n'y en a pas. Dans les pneus moto Michelin, il n'y en a que dans la tringle. Et dans le pneu tourisme, il y en a au niveau de la tringle et au niveau des nappes de travail dans le sommet. Juste une petite question. Oui. J'avais entendu dire qu'il y avait eu des augmentations de prix sur le Kevlar de la part d'un fabricant. Est-ce que c'est un matériau que vous utilisez? Est-ce que vous avez Alors, qu'il y a une augmentation de prix? Le Kevlar, c'est déjà une marque. Ouais. En l'occurrence, le matériau qui va derrière, c'est l'aramide. Et il n'y a que 2 fabricants dans le monde, pour faire simple, qui est Dupont, qui a la marque Kevlar et Tegin. Et oui, effectivement, ce matériau-là, il est utilisé pour les applications militaires. Il est utilisé pour la fibre optique, donc aussi c'est des matériaux, c'est des secteurs qui sont en forte croissance, et pour le pneu. Donc nous, on est plutôt dans un acteur significatif quand même, et on en met dans les pneus. Alors dans les pneus de vélo, bien sûr, pour servir, parce que c'est le compromis légèreté versus protection, il est fantastique. Ceux qui ont des chaussures de course à pied aussi, les mèches Kevlar, ça parle bien. Dans les pneus moto, on l'utilise aussi, et dans les pneus Pilot Sport 5, on l'utilise aussi pour ce qui va être ce qu'on appelle le frettage, donc le fil qui font tout le tour et qui permettent de maîtriser la centrifugation. Donc c'est une matière en augmentation. Alors, en temps normal, je vous dirais oui, mais comme le disait Philippe tout à l'heure, à l'heure actuelle, parmi toutes les matières premières, ce n'est pas forcément celle qui bouge le plus parce que ce n'est pas directement impacté par le pétrole, par exemple. C'est tout ce qui va être indexé sur le pétrole. Enfin, je te laisserai corriger, mais entre autres, il y a bien sûr quelques matériaux spécifiques comme le noir de carbone qui sont impactés par la crise actuelle, mais le principal point qui nous touche, c'est le prix du pétrole. Et il y en a quand même pas mal de produits qui sont indexés dessus. Voilà. Ensuite, les additifs, tu auras l'occasion aussi d'y revenir parce que ça, c'est tout ce qu'on va rajouter en plus dans les élastomères et dans ce qu'on voit à côté pour arriver à faire que la recette prenne bien. Du textile, voilà, bien sûr, ça c'est pour les pneus de toute la gamme, c'est quelque chose de très important. Vous avez leurs 2 grandeurs en masse. Et ensuite, les natures d'élastomères, caoutchouc synthétique ou naturel, tu y reviendras tout à l'heure, et tout ce qu'on va mettre et mélanger avec ces élastomères pour rendre des mélanges plus endurants, plus adhérents. Un élastomère, comme vous le voyez là, il a certaines propriétés, mais il faut encore les adapter pour vraiment répondre au cahier des charges. Et ça m'amène au point peut-être... Alors, je vais mettre toutes les pincettes possibles. Là, on s'est prêté à un exercice purement théorique. On a
pris un mélange, par exemple, j'aurais le même pour les vélos, parce que je vois qu'il y a aussi des gens intéressés par le vélo, mais qu'est-ce qui se passerait si on mettait des mélanges de moto ou de vélo sur un pneu de voiture? Et ça, sous 4 axes. Déjà, le premier point, c'est que nos pneus vélo et moto utilisent tous les deux une technologie avec 2 composés de gomme dans la bande de roulement. C'est les mêmes ou pas? Est-ce qu'on peut retrouver la même gomme qu'un pneu de moto sur un pneu de vélo? Ah ben, vous allez voir après. La réponse est, est-ce qu'on peut retrouver des ingrédients similaires? La réponse est oui. Par contre, pas du tout. Vous allez voir, gardez en tête, alors je spoil, voilà. ça c'est, donc la réponse est non. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, ce qui est intéressant déjà sur un pneu de moto, si je prends le bleu contre le rouge, le bleu c'est celui qui ne va pas bouger. Vous voyez que le rouge c'est le mélange qu'on met au centre, qui va avoir une fonction d'une part d'être bon en freinage et en motricité, et aussi pour l'usure. Donc ça, finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur un pneu de tourisme. Le point surprenant, mince, vous ne voyez pas, c'est sur la partie rigidité où il y a un écart. Et là, en fait, on revient à l'attente du client. Un pneu de sport, Pilote Sport 5, le client, il a besoin d'avoir une gomme rigide pour avoir, quand il va tourner le volant, déjà avoir un train avant réactif et aussi avoir un train arrière qui va permettre de se caler sans prendre trop de dérives, etc. Là, on a besoin d'un mélange rigide. Sur la moto, vu que la physique du mouvement est très différente, on n'a pas besoin d'avoir ces mélanges rigides, c'est même plutôt l'inverse. Il y a plutôt intérêt à avoir des mélanges un peu plus mous qui vont à améliorer un comportement et avoir par exemple de la stabilité à haute vitesse. Avoir des mélanges trop rigides sur une moto, ça ne marcherait pas. Donc c'est ce qu'on voit ici. Point intéressant, en usure, et là je rappelle mon exercice théorique, c'est si on mettait un mélange de moto sur un pneu de tourisme, on aurait une usure qui serait meilleure. Après, vous doutez bien, avec les aires de contact qui sont différentes, on peut avoir des kilométrages de produits finis qui sont différents. Mais le matériau seul est comme ça. Et par contre, sur les mélanges qu'on met au bord, donc là, ça serait plutôt le jaune sur le petit schéma, là, on va être beaucoup plus focalisé sur l'adhérence. Donc c'est ce que vous voyez. Là, on a un niveau d'adhérence qui est nettement plus élevé. La résistance au roulement, en tout cas pour le consommateur de moto, à choisir entre adhérence et résistance au roulement, il a vite choisi. La sécurité avant tout, il a besoin de sécurité pour être en confiance. La rigidité, là, je vous disais tout à l'heure même, là, on va pouvoir se permettre d'avoir un mélange encore beaucoup plus mou, c'est grâce à ça qu'on va faire de l'adhérence. Et l'usure peut être un peu plus basse parce qu'en général, l'usure sur des pneus moto, elle se fait plutôt au centre pour le pneu arrière et un petit peu sur les bords de l'aire de contact pour les pneus avant. Donc, dans la partie bord, on a même plutôt intérêt à avoir un mélange qui s'use plus vite pour avoir une usure homogène et pas avoir un profil un peu plat, un peu carré, comme diraient les motards, là, quand le pneu est usé. Donc ça, c'est le premier point. Je rappelle quand même, ici, c'est tout en garantissant une polyvalence sur une large plage de température. Ça ne serait pas d'arriver à faire de l'adhérence super bonne par 25 degrés sur sol mouillé. Je ne dis pas que ça arrive dans la profession, mais... Alors que les conditions d'usage en Europe, par exemple, c'est que quand la route est mouillée, statistiquement, il fait moins de 15 degrés. Ça ne vous aura pas échappé que quand il fait 30 degrés et qu'il pleut, la route ne reste pas mouillée très longtemps. Et ça s'applique d'ailleurs, cette polyvalence, tout autant pour les pneus de vélo. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des essais de pneus vélo par 5 degrés. Vous aurez l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Vincent, mais le début de saison a été frais. Je pense que le Paris-Nice n'était pas chaud aussi. Donc là, c'est le même tableau que tout à l'heure. Mais pour répondre à votre question, vous voyez, le typage des matériaux va être très très différent pour le vélo. Déjà pour une bonne raison, c'est que le niveau d'attente sur la résistance au roulement et sur l'efficacité, le rendement est très très important. Donc c'est ce que vous voyez ici. Le mélange au centre, d'ailleurs il sortirait du tableau. Et le mélange au bord, il est aussi nettement meilleur qu'un pneu de tourisme pour la résistance au roulement. En contrepartie, le niveau d'adhérence est plus bas. Là vous allez me dire, c'est bizarre. Parce qu'en fait, déjà au centre, avec un vélo, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'adhérence parce que sinon, si vous freinez un tout petit peu fort, de toute manière, on se retrouve, la roue arrière qui se lève, on n'a pas besoin de plus parce que dès que la roue arrière se lève, on ne peut pas faire autre chose. À part s'amuser à faire des dérapages avec la roue arrière comme les gamins, mais normalement, l'utilisateur du Power Cup, il ne fait pas trop de dérapage. Et vous allez me dire, sur l'angle, on pourrait avoir besoin d'adhérence, mais en fait, 30 degrés, ça correspond à un niveau d'adhérence de 0,7, à peu près.
Donc c'est simplement parce que le cycliste de route, de toute manière, il ne va pas prendre des angles. Il a l'impression d'en prendre déjà 30 degrés en vélo de route, ça donne une certaine impression, mais le niveau d'adhérence, il est finalement assez modéré. Par rapport à même un pneu de tourisme qui va plutôt faire entre 0,9 et 1,1 selon les conditions d'adhérence. Donc voilà, c'est vraiment lié à l'attente du client. On pourrait faire un pneu vélo avec beaucoup plus d'adhérence, mais de toute manière, les pédales touchent, on ne pourrait pas pencher plus. Est-ce que le niveau d'adhérence en vélo, je pense qu'il dépend aussi beaucoup de la pression. Et bien sûr. Plus peut-être qu'en moto ou qu'en automobile, non? Je ne dirais pas qu'il dépend plus, parce que dans tous les cas, c'est un facteur hyper important. Donc, pas plus, mais un pneu moto gonflé à 2 bars, alors que la moto est prévue pour être à 2 bars 9, il ne va pas s'échauffer et on n'aura pas non plus une adhérence phénoménale. Donc la sensibilité, elle est quand même identique. C'est plus facile de faire des erreurs de pression sur un pneu de vélo parce que le volume d'air est tout petit, donc on a vite fait de se gourer de 500 grammes. Ça, c'est autre chose. Mais la résistance au roulement, du coup, est beaucoup plus importante sur un pneu de vélo. Elle est bien meilleure. Là, pardon. À chaque fois, quand c'est plus haut, ça veut dire que c'est meilleur. C'est pas suffisant. Ah non, c'est nettement meilleur. Si on fabriquait un pneu de voiture avec des mélanges... Ça veut dire résistance plus faible, en fait, c'est ça? Exactement. Ouais, d'accord. Ah bah, là, si on mettait des mélanges vélo sur un pneu de tourisme, on aurait des résistances au roulement de peut-être 4 kg par tonne. J'ai plus en tête les chiffres. Mais par contre, le niveau d'adhérence, il serait... ça serait vraiment savonnette, oui. Ah ouais, à ce point-là. Point intéressant sur la partie rigidité, vous pouvez voir, là le mélange bord, donc c'est le vert clair, il est plus rigide que à la fois le mélange chantre et que le mélange qu'on met sur la voiture. Là, ça rejoint la partie confiance. Parce que quand on est sur l'angle, là pour le coup sur un pneu de vélo où l'épaisseur de gomme est très petite, si on mettait en plus une gomme très molle, la confiance qu'on a dans le guidon serait pas bonne. Donc on a besoin d'avoir du support et de se sentir que le vélo il est tenu dans les virages. Et dernier point, l'usure. Et oui, un mélange de pneus de vélo, il est plutôt bien meilleur qu'un mélange de Pilot Sport 5 en usure. Ce qui peut paraître surprenant parce que bien sûr en durée de vie, c'est pas pareil, mais les épaisseurs de gomme sont pas du tout les mêmes. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit exercice purement virtuel. Maintenant, vous avez compris que selon chaque application, on va demander des choses différentes aux matériaux. Et je te laisse expliquer par quel miracle vous arrivez à faire ces ajustements. C'est pas du miracle, c'est de la science, donc, quand même. Ah, pour les non-initiés, il y a un peu de miracle. Donc là, Romain il vous a présenté en fait les performances des mélanges. Donc c'est-à-dire c'est ce qu'il y a dans les matériaux, dans le mélange. On va trouver le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique, des charges renforçantes, des plastifiants, donc un certain nombre et puis donc la partie renforcement textile ou métal. Et là, ce que je vous propose, c'est de regarder un des composants de ce mélange, donc qui fait à peu près la moitié en fait de ce qu'il y a dans un pneu. C'est la partie qu'on appelle caoutchouc ou élastomère ou gomme. Donc tout ça, c'est la même chose. Et donc, vous expliquer un peu comment on travaille en fait pour pouvoir proposer ce caoutchouc avec des propriétés qui vont correspondre aux besoins en fait de chaque pneu et de chaque utilisateur au final. Donc là, parce que je me suis dit que peut-être vous n'aviez pas tous bien en tête vos cours de chimie du lycée, j'ai prévu de vous faire une petite révision pour que vous puissiez après suivre un peu mes explications. Donc en fait, un élastomère, c'est un polymère. Donc polymère, ça veut dire qu'on attache ensemble des monomères. Donc les monomères, c'est des petites molécules. Et donc typiquement, dans les caoutchoucs, en fait, ces monomères s'appellent butadiène et styrène. Donc c'est deux produits. Et ce qu'on va faire en fait quand on conçoit un polymère, c'est qu'on va initier une réaction qui va faire en sorte que toutes ces molécules s'attachent entre elles. Donc comme si en fait ils se disaient ça y est, du coup je te donne la main, etc. Donc si je le fais en version imagée, c'est comme si du coup je mettais dans un système en fait de réaction plein de petits bouts d'élastique. Et puis donc ça c'est comme une représentation de mes monomères. Et puis ensuite, je vais rajouter donc quelque chose qui va initier la réaction de polymérisation, qui va faire que du coup, ils vont tous s'attacher ensemble, faire un polymère ou un élastomère. Et donc à la fin, ça vous fait plein d'élastiques comme ça, tout mélangé. Donc ça, en fait, c'est la version comme si vous aviez zoomé en grand ce qui se passe dans ce type de réaction.
si je vous le fais avec des vrais éléments, en fait, donc au début, on a des monomères, c'est des liquides, en fait, hein, donc voilà, donc c'est remplacé, je ne vais pas transporter pour de vrai les monomères, hein, parce ils peuvent avoir des problèmes d'inflammabilité et autres, hein, mais bon, du coup, c'est du liquide comme de l'eau, oui, dérivé du pétrole. Et puis ensuite, une fois qu'on aura mis l'initiateur, là, vous allez pouvoir voir qu'on sait qu'on a fait la réaction. C'est que maintenant, en fait, on a quelque chose qui s'écoule quasiment plus. Donc là, ça montre qu'on a bien attaché toutes ces molécules ensemble. Et comme les élastiques sont tout entremêlés, ils ne peuvent plus bien bouger entre eux. Et donc, c'est pour ça que, physiquement, vous voyez quelque chose qui ne coule plus très bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, en fait, le polymère qu'on a fabriqué. Donc là, on le sépare, donc comme si vous aviez séparé la partie, donc les chaînes et puis la partie solvant. Donc vous faites ça pour à la fin arriver donc à des produits finis qui sont de ce type-là. Donc vous pouvez les toucher, donc là ça ne craint plus rien, hein, parce qu'à la fin c'est comme un type de plastique mais qui a des propriétés élastomères. Donc si vous voulez les toucher un peu. Donc ça c'est un des composants du mélange. Et donc maintenant que vous avez un peu compris ça, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En fait, essayer de trouver la manière de faire un élastomère qui va permettre d'avoir les propriétés qu'on recherche. Donc ce qu'on va faire dans nos équipes et dans nos laboratoires pour commencer, c'est qu'on va choisir comment on va agencer. Donc, en fait, on a nos deux monomères, on peut les mettre d'abord tous les butadiènes ensemble, puis tous les styrènes ensemble, ou les mettre un chacun. Voilà, donc on peut faire toutes les configurations. Donc c'est ce que vous avez là avec les petites boules jaunes et bleues. Et puis après, vous pouvez décider de les ranger tous en ligne, ou de faire des branches, ou de faire des ramifications. Donc voilà un peu comme... Et en fait, ça va nous permettre d'ajuster les propriétés. Donc si je vous montre ce que ça donne, donc là, c'est deux balles qui sont faites avec deux élastomères différents. Donc la seule chose qui change, en fait, c'est le choix de l'élastomère qu'on a fait. Donc maintenant, si je les lance, vous voyez, donc ça fait un énorme écart de propriété. Donc on va voir que si je veux adhérer à la température d'usage, je vais vouloir ce genre de comportement. C'est-à-dire là, du coup, je veux dissiper mon énergie sur la route. Donc je vais prendre un polymère qui, au point de fonctionnement d'adhérence, va vraiment dire hop, je transmets toute l'énergie à la route, donc je freine, donc j'adhère, etc. Au contraire, si je suis en train de monter un col et puis que du coup je veux que toute mon énergie me permette d'avancer et pas de frotter contre la route, je vais prendre ce genre de produit. Une question, c'est Ouais. pas une histoire de poids entre les deux? Non, non. D'accord. C'est vraiment, du coup, on a juste changé le type d'élastomère. Hein. Au bruit, on penserait que celle qui rebondit moins est plus lourde. Oui, non. Du coup, là, il y a peut-être une petite différence, mais ça ne vous ferait quand même pas du tout ce changement de rebond. On peut aussi, du coup, sur les propriétés, donc je vais vous donner chacun une petite éprouvette, et je vous laisse tirer dessus. Ah, C'était fait exprès? ben non, je ne sais pas pourquoi vous avez cassé mon matériel. Désolé. Donc voilà. Donc non, bien sûr, ce n'est pas le même élastomère qu'il y avait dans chacun de ces produits. Donc bon, vous savez... Celui-là encore. Donc il y en a un, donc même si les plus costauds veulent tirer, vous allez pouvoir tirer un bon moment, vous n'arriverez pas à le casser. En fait, ça va s'allonger, etc. Et puis dans d'autres cas, en fait, on va avoir des produits qui vont casser tout de suite. Donc en fait, là, c'est la version très caricaturale des propriétés. Bien sûr, on ne va jamais dans ces extrêmes-là quand on conçoit un mélange pour les différents pneus. Mais en fait, c'est comme ça qu'on pilote le design des produits, pour faire les propriétés en fait, que Romain vous a montrées et du coup pouvoir ajuster les propriétés selon les besoins de chaque pneu. Et donc, où est-ce que j'ai mis ma télécommande ? Et puis donc après, là je vous ai expliqué qu'on rangeait en fait les monomères comme ça, ce qu'on a développé depuis pas mal d'années, et en particulier depuis toute la gamme de pneus silice, basse résistance au roulement. Donc silice, c'est un type de charge renforçante qu'on utilise, c'est d'avoir développé des élastomères qui ont des fonctions. Donc c'est-à-dire qu'en plus de mettre les monomères, on met au bout une fonction qui va permettre que l'élastomère et la charge silice s'attachent ensemble. Et ça va encore nous donner des leviers pour ajuster les propriétés des mélanges. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Ces objets-là, en fait, on prend de la propriété intellectuelle dessus. Ça veut dire qu'on a des brevets qui protègent à la fois donc, la fabrication de cet objet,
et son lien avec les propriétés qu'il permet d'obtenir, et aussi son utilisation en mélange et en pneus. Donc là, je vous ai amené aussi quelques exemples en fait, de brevets qu'on pose chez Michelin par rapport à ces élastomères, juste pour vous partager que quand on met un élastomère, on l'a conçu en lien avec nos collègues matériaux, donc une partie mélange et partie pneus, et qu'ensuite on les protège et que du coup, ce qu'on met nous dans nos pneus, ce n'est pas utilisable, au moins pendant 20 ans, à partir de la date du dépôt de brevet, par nos concurrents. Et donc c'est vraiment cette proximité qu'on a dans la conception en fait, de l'ensemble de la chaîne qui nous permet de proposer en fait, des propriétés bien spécifiques à chaque usage. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi du coup, depuis 1960 de produire nos propres élastomères. Donc, tous les élastomères qu'on utilise ne sont pas produits par nous-mêmes, mais la moitié à peu près des élastomères synthétiques qu'on utilise dans le groupe Michelin sont produits par Michelin sur 3 sites de production qu'on opère depuis, donc 2 sites de production depuis les années 60 et puis un site qu'on a ouvert plus récemment pour pouvoir faire ces produits que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs en fait. Donc, parce qu'ils sont protégés et produits que par nous pour des pneus uniquement Michelin. Est-ce que c'est des élastomères qui vont être utilisés pour différentes familles de produits ou uniquement oui. pour un pneu? Non, voilà. Alors en fait, on fait effectivement des typologies, donc des élastomères qui vont plutôt être très bons en résistance au roulement, des élastomères qui vont être très bons pour l'adhérence. Alors ils sont en général pas très bons pour l'adhérence, donc là on va combiner avec des résines typiquement. Et là aussi on a posé des brevets en fait qui sont sur la combinaison de l'élastomère avec la résine pour piloter principalement cette propriété d'adhérence et aussi le choix de la température. Donc comme expliquait Romain, c'est très important en fait la température à laquelle on veut adhérer. Et donc c'est ce couplage-là et cette compréhension de ce couplage qui permet en fait d'avoir l'adhérence à la bonne température, donc à celle que va utiliser l'utilisateur du pneu. Donc tout ça en fait, ça fait l'objet effectivement de tout un design. Et donc c'est le timing. Et donc voilà, donc on va avoir des élastomères qui sont typés selon les pneus, mais qui sont utilisés pour... et donc là, dans les 3 pneus qu'on présente aujourd'hui... Sur Pilot Sport 5 et Road 6, voilà. c'est les mêmes. Enfin, c'est ça. C'est les mêmes élastomères. C'est pas la même Par formule contre, de mélange, par contre. Et sur le vélo, là, c'est tellement différent qu'il faut même prendre des élastomères différents. C'est ça. C'est quoi l'ordre de grandeur de nombre de brevets que vous déposez par an? Alors, rien que sur la partie élastomère, c'est une 30aine de brevets par an. Et dans l'ensemble du groupe, c'est de l'ordre de 200 brevets, je crois, par an. Voilà. Mais rien que sur cette partie élastomère, oui, 30 brevets par an. L'élastomère, c'est vraiment pour les gommes. Oui, c'est ça. Élastomère, c'est comme caoutchouc, c'est comme... Non. Donc, non. Du coup, c'est vraiment tout ce que vous allez appeler dans le langage courant gomme, en fait, ou caoutchouc. Sur la question des brevets, si ouais. un concurrent travaille dans son coin et arrive malgré tout à quelque chose de très proche que vous avez déjà breveté, c'est autorisé, on va dire ou... Non. Non. En fait, si ça tombe, les descriptions des brevets est précise. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, donc en fait, dans le brevet, on explicite en fait l'objet qu'on souhaite protéger, sa manière de l'obtenir, les propriétés, etc. Donc il y a des revendications, il y a des exemples. C'est validé par des offices des brevets. Donc il y en a dans les différents pays. Il y a un office européen, un office monde. Donc à partir du moment où on a montré la nouveauté et l'inventivité, en fait, le brevet il est accordé. Et pendant 20 ans, il est uniquement la propriété de Michelin, sauf si on permet de donner une licence d'utilisation du brevet à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous le faites parfois ou pas? On le fait rarement quand même. Du coup, sur une de nos activités, on a vendu une licence de notre technologie à un fournisseur d'élastomères qui s'appelle Synthos. Donc c'est le seul cas où on l'a fait. Mais sinon, dans des licences d'exploitation de brevets, je crois qu'on le fait un peu pour le pneu, mais très peu pour le matériau. Comment vous faites justement pour être sûr qu'un concurrent n'a pas utilisé votre formule? Vous achetez le pneu, enfin vous disséquez un pneu? Oui, puis on fait de la veille brevet, mais on fait aussi de la veille concurrence, effectivement. On a des équipes, là, c'était un peu illustré dans le film, le fait qu'on mesure, donc on mesure nos propres pneus, mais bien sûr les pneus des concurrents, pour comprendre en fait, effectivement, s'ils ne sont pas contrefacteurs d'une de nos technologies. Après, dans la profession, en fait, c'est pas une pratique. À partir du moment où les brevets sont déposés, les gens n'utilisent pas, sont pas contrefacteurs, en fait. C'est-à-dire que c'est sain, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de la technologie, ils vont nous contacter pour demander à quelles conditions ils pourraient accéder à la technologie. Il n'y a pas, même pas des de petites marques asiatiques ou autres qui arrivent sur le marché. C'est juste le droit des brevets.
je rappelle, ça commence par droit, ça s'applique dans des états de droit. Ça répond à la question. Après, est-ce que les petits producteurs asiatiques dont tu parles, ils arrivent aux mêmes conclusions aux mêmes... Voilà, après nous on pense vraiment que c'est cette compréhension, en fait, le fait qu'on travaille en proximité entre les personnes qui sont en proximité de nos clients, les personnes qui conçoivent les pneus, qui conçoivent les mélanges, qui conçoivent les élastomères, mais les autres composants du pneu, ça en fait, toute cette compréhension-là, c'est ce qui nous permet aussi de sortir les produits, et ça, c'est pas écrit dans nos brevets en fait. Donc toute cette compréhension qu'on a essayé de vous illustrer, ça, donc effectivement, des nouveaux arrivants, ils n'ont pas tous toute cette connaissance qui leur permettrait d'être vite pertinents, quoi. Donc, finalement, le fait que Michelin fabrique ses propres matériaux, c'est vrai aussi pour d'autres très grands manufacturiers, oui. mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'est ça. Enfin, Donc, oui. C'est ça, donc on a Goodyear qui fabrique aussi lui-même une partie de ses élastomères. Bridgestone ne le fait pas, mais il a des partenariats en forte proximité avec certains fournisseurs. Pour autant, il ne peut pas avoir le même niveau d'ouverture que nous on a en interne. Sur notre site de l'Adoux, en fait, on est sur les mêmes plateformes. C'est-à-dire que les personnes qui sont en train de concevoir l'élastomère, ils parlent avec les gens en fait, qui sont en train de concevoir le pneu et qui peuvent leur faire des retours sur le fait que, sur ce truc-là, si on avait une solution pour avoir un peu plus d'adhérence dans cette zone-là de température ou autre. Et donc après, toute notre chaîne de conception va traduire ça en solutions en fait, matériaux. Et donc ça, on ne peut pas le faire en fait, si on a un fournisseur extérieur. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait ce choix en fait, de disposer de nos propres moyens de recherche et de fabrication de ces élastomères. Du coup, pour résumer, c'est juste pour arriver à faire des pneus excellents, il faut des matières premières vraiment très bonnes et il faut aussi le facteur humain et le fait que les gens interagissent. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, en fait, on est rentré avec Hélène le même jour chez Michelin. Bon, on ne va pas dire combien d'années, mais c'est plus que 15. C'est plus que 15. Donc, ça en dit long sur le fait que d'être sur un même site, c'est quand même très pratique. Et le dernier point dont tu n'as pas mentionné, c'est d'arriver à fabriquer ça. Ça demande aussi un savoir-faire. Parce que dans les petites bouteilles, ça semble facile, mais quand c'est d'en faire plusieurs tonnes et ça tous les jours avec une qualité irréprochable, il y a un vrai savoir-faire. Donc pour la question de est-ce que des manufacturiers plus petits, etc., il y a aussi cette notion d'arriver à faire un one-shot ou d'arriver à le faire au quotidien, etc. En voyant la chose dans l'autre sens, les manufacturiers de pneus qui ne fabriquent pas leur élastomère, leur gomme, comment ça se passe? Ils vont voir un fabricant de gomme et ils leur disent je veux la gomme tendre, la gomme dure. D'accord. Oui, enfin du coup ils le traduisent quand même en propriété, un peu comme Romain vous a montré tout à l'heure. Donc ils vont dire tiens, dans ce type de formule, j'aimerais avoir cette valeur de résistance au roulement. Donc on a des descripteurs en fait qui décrivent ça. Et puis ils vont faire par essai-erreur en fait. Donc le fournisseur va proposer un produit et ils vont dire oui mais bon donc ça va être des boucles sans pouvoir expliciter vraiment tout le secret entre guillemets de la compréhension du pneu et du besoin. Donc il y a une vraie richesse de pouvoir s'expliciter en fait vraiment tout ce chaînage de propriétés et aussi choisir à quelle propriété on va demander à quel ingrédient. C'est-à-dire que là, je vous ai beaucoup parlé des élastomères, mais on a aussi les charges renforçantes, les plastifiants. Qu'en fait, on va, à partir d'une propriété cible d'un pneu, attribuer des attentes en fait, à chacun des composants du mélange. Ou à la sculpture aussi. Enfin, par exemple, pour l'adhérence, c'est exactement le boulot de co-conception. C'est de dire, avec la sculpture, on pense pouvoir améliorer de 5% et on va demander donc les 50% en matériaux. Ça, c'est vraiment le genre de discussion qu'il y a toujours. Et oui, du coup, selon les possibilités qu'on a, on peut jouer. Alors justement, la structure sur les pneus de vélo, est-ce que vous confirmez que l'adhérence d'un pneu est faite par l'élévation en température de la gomme? Et est-ce que ça marche aussi bien dans le vélo que ce qu'on entend sur la moto ou la voiture? Ça, je pense que vous pourrez pas. Non, mais il y aura tout à l'heure un truc spécifique sur le vélo et Vincent, du coup, pourra vous y répondre. Bien garder la question, j'y réponds. Ouais, d'accord. En parlant de ça, ça va être l'heure du break. Avant de switcher, si vous avez des dernières questions. J'avais juste un point à rajouter, parce que tout à l'heure, il y a eu une question de est-ce que ces élastomères sont faits aujourd'hui sur base de pétrole? La réponse est oui. Par contre, le gros enjeu de demain, c'est d'arriver à le faire en se passant de pétrole. Et ça, le fait d'être capable, encore une fois, d'avoir toute cette ingénierie, cette expertise au sein du groupe,
ça va nous faciliter. Alors là, on est avec des partenariats, mais je te laisse en parler. Mais l'enjeu de demain, c'est que tout ce que vous avez vu là, ça ne change pas, mais que ça soit biosourcé ou recyclé. Aujourd'hui, le pétrole représente combien de pourcents d'un pneu? En fait, quasiment toutes les matières premières qui sont disponibles à grande quantité aujourd'hui dans toutes les applications, hein, que ce soit le pneu, mais tous les plastiques ou autres que vous avez dans la vie courante, il n'y a quasiment que la voie pétrole et fossile, en fait, hein, comme toute la chimie mondiale, en fait, elle est basée sur du sourcing pétrole très, très majoritairement. Par contre, depuis 10 ans déjà, on a commencé à travailler pour obtenir ces fameux monomères, par soit du recyclage, donc en dépolymérisant des produits pour pouvoir revenir au monomère et refaire en fait des élastomères, soit en utilisant des déchets de paille, des déchets de bois, etc., pour faire des alcools qui permettent d'accéder au monomère. C'est ce qu'a fait un peu Cheval B avec le Green Compound, c'est pas ça, dans l'idée? Je pense que là, c'est plutôt du recyclage. Nous, l'idée, donc le recyclage, c'est déjà une première solution. C'est souvent difficile de garder le même niveau de performance, ou sinon, autrement dit, on ne peut pas monter beaucoup la quantité de recyclé si on veut maintenir les performances. Donc c'est pour ça qu'en plus de solutions typées recyclage, on veut revenir en fait au monomère. Et comme ça, permettre d'avoir les mêmes élastomères qui ont le même niveau de performance, mais avec des monomères, eux, qui seront issus du recyclage ou de matières premières renouvelables. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille à mettre au point un butadiène biosourcé. Donc là, on est en train de démarrer le démonstrateur de cette technologie sur notre site de Bassins. Donc Bassins, c'est à côté de Bordeaux, c'est là où on produit nos élastomères pour la région Europe. Et sur la partie... Ouais, à partir d'alcool issu de déchets en fait, de paille et de bois, enfin tous les déchets qu'après on peut faire fermenter pour obtenir des alcools. Et on est en train de travailler pour mettre une première unité industrielle de fabrication de styrène, donc le deuxième monomère dont je vous ai parlé, à partir de polystyrène. Donc polystyrène, c'est ce qui compose vos pots de yaourt par exemple. Et donc là, ça va être une technologie qui dépolymérise en fait le polystyrène. Donc le polystyrène, c'est aussi un polymère, on a attaché tous les styrènes ensemble. Donc là, on va revenir par une technologie de micro-ondes, qu'on travaille avec Pyrowave, une société canadienne, au monomère styrène, pour après refaire les élastomères en fait, qu'on souhaite faire, mais en utilisant des déchets de polystyrène. Donc c'est deux activités qui sont réellement concrètes, qui vont déboucher dans les prochaines années, qui vont nous permettre d'avoir les élastomères durables du coup, par rapport à nos ambitions. C'est juste pour être très précis. En fait, vous avez compris que pour les élastomères, il y a les élastomères synthétiques et le caoutchouc naturel qui vient de l'EVA. Je pense que, en l'occurrence, la question, c'est plutôt la stratégie d'aller vers du caoutchouc naturel. Bon, déjà, de faire pousser de l'EVA dans l'Europe, c'est quand même pas, ça fait poser quelques questions. Mais c'est surtout que le pari qu'on fait, c'est que pour atteindre les performances que on vous a décrites tout à l'heure, le caoutchouc naturel, il a des limites technologiques qui sont intrinsèques. Et donc, là, l'idée est plutôt pour nous de pas se... on travaille aussi beaucoup avec le caoutchouc naturel, c'est aussi une partie de tes équipes qui travaillent dessus, parce qu'il y a des applications pour ce qui est plutôt à l'intérieur du pneu qui est très utile. Mais par exemple, pour les bandes de roulement, on fait plutôt le pari d'arriver à transformer toutes ces filières pétrochimiques par des équivalents biosourcés. En fait, si on mettait du caoutchouc naturel, vu les propriétés du caoutchouc naturel, là, je vous expliquais que pour les élastomères synthétiques, on les ajuste. Pour le caoutchouc naturel, c'est l'arbre en fait, qui fabrique le produit, il fabrique toujours le même, et lui, il ne sait pas l'ajuster. Donc en fait, si on lui dit, moi, je voudrais adhérer à 5 degrés et pas à 23, lui, il continue de faire le même produit, quoi. Et donc, on n'a pas les autres leviers qui permettent de sortir de cette structure-là. Donc le caoutchouc naturel, ça va être bien pour certains postes du pneu parce qu'il va avoir les bonnes propriétés, mais à d'autres endroits, si on le met, on va dégrader les propriétés. Donc on va avoir une résistance au roulement plus importante, on va perdre en adhérence, ou alors on va avoir des problématiques d'usure. Et donc là, si on augmente la résistance au roulement ou si on diminue la résistance à l'usure, on va finalement consommer plus de matière. Donc là, ce n'est pas une bonne solution. Pour nous, ce n'est pas une solution durable. Parce que là, du coup, c'est la consommation de carburant quand c'est un véhicule motorisé, c'est la consommation de matière au global. Donc si le pneu dure moins longtemps, il va falloir le changer plus souvent. Donc finalement, ce n'est pas une solution que nous, on estime durable. Donc la solution... C'est 40% de matériaux durables en 2030 et 100% de matériaux durables en 2050. Revenir au monomère à partir d'un pneu usagé,
Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, Oui, donc ça aussi on le travaille, on a un... envisageable ou enfin, Si, parce que ça, c'est pas facile, hein, donc... Ah, t'as une super métaphore. Je pense que c'est le moment de sortir de la métaphore. Parce que, pardon, mais c'est vrai que c'est génial de trouver d'autres façons de faire. Ouais. Si on pouvait déjà récupérer. Alors aujourd'hui on fait un petit peu, on met ce qu'on a... Ouais. Qui ressort chacun en... Ouais. Alors bon, du coup, effectivement, c'est un peu moins simple. Donc aujourd'hui, on met déjà des poudrettes en fait de déchets de pneus. Ça, en fait, la quantité elle est limitée. Donc comme disait ce que je racontais, c'est que en fait, si on fait une tarte aux pommes le dimanche, là, donc vous faites votre pâte, vous mettez vos pommes, vous cuisez tout ça, elle est très bonne. Et le mardi, vous voulez refaire une tarte aux pommes, mais vous vous dites, ah, j'ai pas fini ma tarte de dimanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tarte de dimanche en petits morceaux, puis je vais la mettre dans ma tarte aux pommes du mardi. Vous imaginez que si vous en mettez beaucoup, ça ne va pas être terrible. Vous voyez bien qu'au niveau performance de la tarte aux pommes, donc ce qui serait bien, c'est de revenir, comme vous dites, aux pommes, à la farine, etc. Donc ça, on a un projet qui s'appelle Black Cycle, qui est un programme européen. On travaille avec 13 partenaires sur ce programme-là, pour justement prendre le pneu, revenir à donc séparer chaque étape et refaire des matériaux qui nous permettront de refaire un pneu. Donc c'est très ambitieux parce que comme on vous a dit, il y a 200 ingrédients dans le pneu. Donc bon, on ne va d'ailleurs pas refaire 200 ingrédients exactement, hein, mais au moins des ingrédients qui ont une valeur ajoutée pour les remettre en pneu. Et donc ce programme-là, il fait partie de notre recherche avancée. Et on espère petit à petit développer ces briques technologiques pour qu'en 2050, là on puisse vraiment avoir, donc ça s'appelle Black Cycle pour justement boucler la boucle sur le pneu, hein, donc de remettre des pneus dans du pneu. Et là, je repars juste pour les amateurs de cyclisme. Comme on va se faire sortir, mais le fait d'être tout intégré au sein d'un groupe comme Michelin, ça permet d'avoir accès à des technologies qu'on peut développer pour du tourisme, qui sont quand même la question de tout à l'heure. Les marchés de pneus de voiture est quand même nettement plus gros que des pneus de vélo. Ça vous aura pas échappé. Mais donc, on peut mettre à disposition des technologies qui sont financées par tout un groupe. Et ça, c'est quand même la force d'être le groupe Michelin et aussi, vous avez vu tout à l'heure, d'avoir cette mutualisation de technologies. Là, les réacteurs dont tu parlais, l'investissement, c'est plutôt plusieurs dizaines, voire plus de millions d'euros. Donc, c'est sûr que d'avoir le vélo, la moto et tout le reste, c'est une vraie force. Et notre challenge, c'est d'arriver à l'adapter à chaque. Juste une dernière question sur les carcasses, on n'en a pas parlé beaucoup. C'est l'autre composant important du pneu, si je ne me trompe pas. Ça, c'est quelque chose que vous faites aussi 100% en interne, vous avez des structures. Alors, on fait des parties. Il y a la partie avec le métal. Du coup, on achète en fait du métal. Après, on fabrique effectivement une partie de nos câbles et une partie on achète, un peu comme pour les élastomères. Donc, quand on a besoin de câbles et de solutions spécifiques, en fait, on les fait nous-mêmes. Parce que c'est des applications qui sont plus challengeantes que ce qu'on trouve sur le marché. Et sinon, il y a une partie qu'on achète. Pareil pour la partie nappe textile, etc. Donc, voilà. Donc il y a aussi une partie qui est fabriquée en interne et une partie qui est achetée.